Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Steve. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi, Nicolas? Très bien aussi. Aujourd'hui, on continue notre série sur le OT. Toi, tu vas aborder le volet plus conception. Fait que je vais te laisser embarquer avec ça parce que tu as une très belle introduction, puis je trouve très imagée, puis très intéressante. Fait que puis je vais rebondir avec des questions pendant tout le long. Excellent, ça. Non, j'aime ça faire une petite figure de style pour présenter un peu les différences entre tout ce qui est IT, OT, puis les systèmes de contrôle industriel. Puis ce que j'avais comme exemple récent, c'est imaginons dans un bar, il y a 3 sportifs qui se rendent compte. Ils expliquent un peu le sport qui les passionne, ils adorent ça. Puis oui, tu sais, ils se promènent, ils ont des souliers à semelle plate, les shorts, le petit t-shirt style tennis. Il explique que c'est un sport de raquette, puis ouais, non, moi aussi, c'est un sport de raquette. Là. Fait que là, jusqu'à présent, il y a certaines similarités entre eux, puis ils se comprennent. Puis il y en a qui expliquent, puis là, moi, quand je fais mon service, là, je frappe fort, fort, fort sur ma balle, puis faut qu'elle passe au-dessus du filet, puis qu'elle fasse un rebond. Là, les deux le regardent, puis ils disent, un rebond, un filet. T'as un filet, toi? Non, on n'a pas de filet, toi? Tu as un filet, toi? Non, non, moi, j'ai pas de filet, moi. C'est un mur, toi? Moi aussi, c'est un mur. Comment ça, toi, c'est un filet? Ben oui, on joue avec un filet, on est chaque bord. Ben non, on n'est pas chaque bord, on est à côté de l'autre. OK, ben oui, toi, tu es à côté de l'autre. Ben oui, moi, je suis à côté de l'autre. Fait que là, tu sais, ils se comprennent pas vraiment, là. Ils savent que c'est des racketman, c'est des sportifs, c'est des athlètes, mais ils se comprennent pas. Puis, toi, quand tu frappes ta balle, toi, tu joues côte à côte, elle rebondit, dis, mais non, moi, elle rebondit pas pantoute, moi, il faut que je varge là-dessus, là, c'est l'enfer. Au final, ils viennent qu'à se rendre compte que t'as un tennisman, t'as quelqu'un de racquetball, puis t'as quelqu'un de squash qui discutent de leur sport favori. Puis dans cette petite parabole-là, tu te rends compte que à quelques changements fondamentaux, c'est plus du tout la même game. Puis la cybersécurité TI, la sécurité des systèmes de contrôle industriel et la cybersécurité des OT, on a à peu près le même genre de jeu. Quelques petits changements fondamentaux et ce n'est plus la même discipline technique. Il y a des raquettes, il y a des balles. Et là, arrête les similitudes. Et là, ça change rapidement d'un sport à l'autre. Et effectivement, dans ces 3 grands créneaux-là, on a quand même une balle, on a quand même une raquette, mais c'est pas le même type de raquette, c'est pas le même type de balle, c'est pas le même type de règles aussi. Exactement. C'est pas le même type de choses qui s'ensuivent. Fait que c'est vraiment très représentatif de cette complexité-là et cette similitude-là en même temps qui confond beaucoup de gens d'ailleurs, là. Oui, puis tout le monde dans le grand public connaît le tennis, on le voit souvent, c'est une industrie qui est très prédominante au même titre que les TI, mais personne connaît les champions mondiaux de squash et de racquetball, puis c'est tous des athlètes, mais ils sont pas très connus et c'est pas nécessairement interchangeable. Un bon racquetman reste un bon racquetman, mais ne deviendra nécessairement jamais un champion mondial de squash, c'est un champion de tennis. Non, c'est des sports qui sont pire, complètement différents, là, mais exactement. c'est pas de par les règles et par les façons que la balle réagit. Les règles sont pas pareilles. C'est ça aussi, c'est assez fondamental. Fait que, ils sont très bons dans un style, mais performent moins bien. Ils vont nécessairement moins bien performer dans un autre style. Fait que c'est pour ça que dans ce spectre-là, les TI, les TO, puis les systèmes de contrôle industriel, on est dans ces subtilités-là et c'est complètement différent. Puis, au cours des dernières semaines, j'ai pris le temps d'écouter différents de tes collaborateurs qui sont passés au podcast. Puis ça me permet de mettre un peu en prélude les différents thèmes que je vais toucher ce soir avec toi. Puis, il y avait mon prédécesseur, Marc Potvin, là, qui aimait bien camper l'aspect des risques technologiques par rapport aux technologies d'opération. Puis, c'est toujours ce volet-là qui va essayer de nous guider sur quoi on applique nos efforts. On n'a pas beaucoup d'effectifs à consacrer. On n'a pas beaucoup de budget non plus. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de choisir ses batailles. Puis, on se penche vraiment sur qu'est-ce qui fait mal à l'entreprise, en particularité au niveau de la production industrielle. Puis, il ne faut toujours pas oublier que cette technologie-là est étendue sur plusieurs décennies. Donc, l'aspect risque, là, c'est pas seulement la gestion des vulnérabilités. Là. Il y en a beaucoup d'autres, notamment la désuétude, puis l'obsolescence, puis l'extinction technologique, je dirais même. Ouais, puis c'est beaucoup plus complexe. Moi, je suis plus dans un univers d'analyse de risque au niveau IT.
je touche un peu à du OT dans certaines circonstances. Et effectivement, le regard gestion de risque est probablement celui qui permet de prendre ça beaucoup plus sereinement. Oui, Comment le fait que le OT existe, c'est justement que on peut avoir une apparence de désuétude quand on regarde avec nos lunettes de IT, mais en réalité, quand on regarde avec nos lunettes de OT, ce n'est pas une désuétude, puis tu le mentionnais, s'il n'y a pas extinction du produit physique qui le soutient ou une capacité de continuer à pouvoir maintenir le système logiciel, c'est pas autant un problème qu'en IT où on s'énerve, puis là, on s'arrache les cheveux, puis on vient outrer sur la place publique, là. oui. Puis le risque, c'est pas nécessairement au niveau, toujours au niveau de la confidentialité des données, mais exemple, tu es dans l'industrie, tu as un petit laboratoire qui permet d'évaluer si ton produit est dans les grades qui doivent être livrés, ben, il arrive quoi que ce soit à ce laboratoire-là, puis il y a peut-être juste quelques PC, tu ne peux plus vendre ton produit et ça finit dans les entrepôts ou dans le parking. C'est pas un système SAP qui est à terre, tu as pas perdu des téraoctets, mais tu ne peux plus vendre ton produit. Fait que le volet risque prend une autre dimension là, par rapport à ça. C'est dans les petites choses des fois qui font ah ouais, si on n'a plus ça, non, ça marche plus. Ah OK. Ah Oui, oui. puis des arrêts de chaîne de production sont beaucoup plus dommageables qu'on peut imaginer. L'exemple qui a frappé un peu l'imaginaire, c'était avec le déluge au Saguenay où les cuves d'Alcan avaient arrêté de Mhm. produire et ça leur coûté des millions ramener ce Oui, genre d'éléments-là. Donc, c'est tous des éléments comme ça qu'on doit tenir en compte et justement de calibrer et d'amener le risque. Et justement, puis là, on est dans un contexte un peu plus conception avec toi, justement, oui, de concevoir en conséquence aussi ces éléments-là, de vraiment pouvoir en tenir compte, soit en rétrofit, si on doit en avoir dans un système dans lequel on arrive, oui. ou du point de départ, de le concevoir en tenant compte justement de toute cette notion de risque-là, puis d'aller correctement avec les bons efforts aux bons endroits. Ouais. Fait que si c'est à l'opposé du risque, si on essaie de jouer dans la résilience, puis ça, tu en avais quand même abordé beaucoup avec Alexandre dans la revue de l'année 2023. Il y a beaucoup d'actions qu'on va poser dans un environnement OT, bien avant que ce soit pour de la gestion des cyber-risques. C'est avant tout de la résilience, puis même dans le jargon industriel, c'est de la fiabilité. On essaie de diminuer des risques en améliorant, exemple, si on fait des sauvegardes, c'est puis qu'on les teste parce qu'une sauvegarde pas testée, ça vaut pas cher. Mais si on fait une sauvegarde, c'est pas nécessairement qu'on craint le prochain ransomware, quoique hein, c'est omniprésent. C'est surtout de se dire que ça prendra pas 2 semaines remonter une station de travail par des techniciens qui sont beaucoup trop occupés déjà à faire des choses. On n'introduit pas des systèmes d'alimentation auxiliaires nécessairement parce qu'il y a des pannes électriques, mais parce que tous les parasites électriques qui sont dans les réseaux-là, on les élimine en amont. Donc, la plupart des mesures, on ne cherche pas le gain en cybersécurité, mais en résilience. Énormément, énormément. Puis c'est toujours, on revient toujours à comment fonctionnent les chaînes de production. Puis on est vraiment collé sur la réalité de la production. On m'avait donné l'anecdote d'une papetière, justement, quand que celle-ci, les machines ne doivent pas arrêter. Les ingénieurs, ou en tout cas ceux qui s'occupent de l'entretien, ne travaillent pas très fort. Sauf que quand que la machine elle arrête, elle brise, sont là et la remettent en production dans un temps record, essentiellement. Parce que l'arrêt de la presse, c'est des millions à Mhm. l'heure ou à la minute, parce que ça n'a juste pas de sens, l'argent C'est qui est des bons perdu. montants. Donc, ça coûte moins cher de garder des gens assis à rien faire dans la prévision qu'il faut qu'ils réparent un temps très, très court. Puis ça paye leur salaire. De Oui. juste cet élément-là, de pouvoir réparer dans un délai très, très court que si tu tirais plus longtemps que ça, là. Puis je te dirais, puis même j'ai travaillé longuement dans l'industrie des pâtes et papiers, puis on a eu vraiment des beaux mandats. Le volet résilience va au point où est-ce que des fois on fait sciemment des choix technologiques qui sont moins complexes, sachant que la disponibilité de la main-d'œuvre, la disponibilité des pièces de remplacement, des techniciens qualifiés, puis de la facilité de changement, on se dit est-ce que je vais opérer les pâtes et papiers avec un super SAN que juste les gens de, je sais pas, HP ou Hitachi peuvent travailler, ou j'ai trois beaux serveurs VMware,
Toutes les baies de disques sont à même les serveurs. C'est pas fancy du tout. J'ai pas acheté vSAN, mais chaque VM est dans un serveur différent, puis ta résilience est comme ça. Ben, le jour où ça plante, c'est sûr que c'est dans le temps des fêtes ou durant l'été ou durant le temps de grève. Toujours, toujours. Toujours. Donc, c'est un certain souci de simplicité. Puis on le fait au même titre que tu veux-tu un moteur diesel ou tu veux un moteur à turbine pour un tracteur. Il y a des chances que le moteur diesel, le fermier du coin puisse t'aider. Il y a des choix qu'on fait. Puis l'emplacement de l'installation est pas étranger à ça. Il faut vraiment choisir la simplicité volontaire des fois en OT. Oui, puis parce que ça sert à rien. Ça, c'est le trip technologique, le trip intellectuel d'avoir les systèmes à la dernière technologie, mais en OT, c'est pas nécessaire dans la mesure où ça produit à plus faible coût. Ça arrête là. Puis si on est capable de l'entretenir ou de le réparer dans un temps record, on prend l'exemple en papetière, ça coûte moins cher d'avoir une vieille guimbarde, oui, puis d'être capable de la réparer vite que d'avoir quelque chose d'ultra moderne. Puis je prends l'exemple que tu es obligé d'appeler un ingénieur qui vient de genre très loin, qui va prendre 2 jours avant d'arriver, puis ça. Tu as 2 jours d'arrêt versus quelque chose de récent, puis qui t'apporte un edge supplémentaire, mais pas tant, versus ce que tu es capable de remonter ta machine dans l'heure qui suit. Parce que tu fais juste comme arracher la carte, tu plantes une nouvelle carte, puis tu repars, ou peu importe les choses qui c'est une différence en termes de coût de production. C'est complètement fou. Puis tu dois avoir l'équipement double ou tu doubles l'équipement aussi en résilience, c'est-à-dire que tu as toujours un spare là. Donc, incidemment, tu ne peux pas acheter la chose du dernier cri parce qu'il coûte trop cher. Fait que tu peux en avoir deux. Fait que tu vas acheter des choses un peu plus âgées, mais qui étaient capable d'en avoir deux à un prix raisonnable. Puis justement, d'être capable de le remplacer systématiquement sans l'autre explose, puis de pouvoir construire ta production. Et même qu'il y a beaucoup de solutions SCADA relativement récentes qui ont une redondance applicative. Donc, c'est pas nécessaire de mettre tous ces gros dollars-là dans le back-end pour avoir un super cluster self-healing de je sais pas quoi. Là. C'est pas nécessaire. Là. Il y a vraiment des choix de simplicité sont de mise. Là. Puis, quelque chose qui m'avait accroché, puis ça arrive d'un angle différent. Tu avais parlé tout ce qui était évasion EDR avec Maxime Lamotte-Brassard, puis l'entropie, de la complexité. Dès qu'il y a un fichier qui est étrange, il est encrypté, l'entropie est trop élevée. Puis effectivement, des fois, en OT, on n'a pas le luxe d'augmenter trop l'entropie. C'est déjà des systèmes qui sont déjà pas très stables. C'est au contraire. Moi, je l'ai fait longtemps là, quand j'étais dans l'équipe d'énergie Valero. On a décommissionné de façon volontaire beaucoup de systèmes qui explosaient la surface d'attaque puis qui étaient très, très peu utilisés. Donc, on gagne aussi à avoir des choses plus simples dans des quantités de plus en plus raisonnables. Puis, on gère l'OT avec les gens qu'on a, pas ceux qu'on s'imagine. Puis, si on se dit qu'on manque d'effectifs en TI, je vous garantis qu'en OT, on n'a pas l'embarras du choix. Là, on est très peu servi, malheureusement. Oui, notamment. Puis de toute façon, moi, je suis très défavorable à la complexité. Même en cyber, en général, on défavorise la complexité parce que ça l'ajoute, des surfaces d'attaque inutiles en bien des égards. Mm-hmm. Puis, bon, là, je sais pas, je vais me faire une tomate, mais il y a beaucoup de caprices des utilisateurs sur des choses que normalement, on ne devrait pas tolérer. Et quand tu es dans un système OT, tu es capable d'enlever cette complexité-là parce que ton utilisateur final, c'est ton opérateur de ton équipement. Et c'est rare qu'il va vouloir un bouton ou un accès Internet particulier, puis d'écouter des YouTube, puis de faire des réseaux sociaux sur l'heure du midi, puis de voir faire ce genre de choses-là. Il est beaucoup plus préoccupé par le fonctionnement de sa machine, le bon fonctionnement de sa machine que par le dernier petit knick-knack. Moi, j'aime pas ce logiciel-là, je préfère un autre, et ainsi de suite. Là. Puis même pour ces accès-là, parce que des fois, ces dossiers-là, ça arrive sur notre table, mais faut pas confondre cybersécurité outils puis les relations de travail aussi. Là. Donc, il y a certaines choses qu'on va pas laisser. Là, on va avoir des discussions avec les représentants syndicaux là, dans d'autres lieux, là, mais il n'y aura pas d'accès nécessairement à Internet là, juste pour occuper le chiffre de nuit. Là, hein. On comprend très bien les risques qui sont En tout cas, du moins dans le réseau industriel, là, on va faire la distinction. Là, dans le réseau IT, il y a beaucoup de trop de permissibilité sur des affaires qui n'auraient pas de sens. Puis j'ai eu cette réflexion-là dernièrement parce qu'il y a eu comme une époque où on devait, puis je pense, c'est l'atelier de la semaine dernière, une époque où l'accès Internet devait être demandé à ton gestionnaire, t'autoriser, puis personne n'avait accès Internet, où maintenant on est rendu à l'inverse, tout le monde a accès Internet.
Puis Ouais. moi, je me demande, derrière la plupart de mon travail, j'ai pas tant besoin que ça d'Internet, puis il n'y a pas tant d'employés que ça qui ont besoin d'Internet dans leur travail. Non. Alors, pourquoi on augmente, on tolère l'augmentation de la surface d'attaque pour ce qui est, à mon sens, autre que de certains éléments, je considère un peu comme un caprice. Et encore plus quand les gens maintenant ont tous des cellulaires intelligents et des forfaits de données et ces affaires-là, quand la plupart Mhm. des gens ont déjà leur propre équipement personnel, Oui. toujours sur eux en plus, sauf dans des contextes industriels particuliers Mhm. et dans lesquels ils peuvent justement aller naviguer sur leur Facebook, sauf quand c'est en panne, pendant qu'ils sont en pause sur leur téléphone au lieu d'avoir utilisé un ordinateur de la compagnie ou qui pourrait être à risque. En tout cas, bref, fin de la parenthèse. C'est sûr que là, on dira pas qui a vraiment besoin de la boîte courriel pour faire son travail tout le temps. Puis quoi qu'on sait que la plupart des ransomware rentrent par là, mais C'est la on même n'est pas là. chose. Ouais. Courriel, Internet, pour moi, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où on l'a échappé, mais celle-là, on l'a échappé solide parce qu'on s'est créé du problème plus que du bénéfice. Clairement. Puis, tu sais, je l'entends de plus en plus, là, tu sais, il y a un nouveau mantra, là, le zero trust, zero trust. Il faut être de son temps. Je suis pas contre les nouvelles technologies en soi, mais dans ce que j'ai compris avec ce que Régis Demel là, nous avait appris par rapport à ça il y a quelques semaines, il y a certains piliers au niveau les identités, les dispositifs, les réseaux, les données, les applications. Puis ça, les workloads, j'avais pas tellement compris, mais on est tellement avec des équipements vétus, surtout le volet applicatif puis les dispositifs, ben, tu parles de Zero Trust, ben, il y a beaucoup de certificats, là, j'en conviens. Puis, ben, c'est comme les expressions régulières, tu sais. J'avais un problème, j'ai pris des expressions régulières. Maintenant, j'ai 2 problèmes. Ben, j'ai l'impression que le Zero Trust, si t'as pas un écosystème qui est contemporain, tu as une partie de la solution et tu vas avoir en contrepartie les problèmes inhérents qui viennent avec des architectures beaucoup plus sophistiquées. Ça, Donc, ben, ouais, si on va dans un contexte pur IT, effectivement, puis ça, on peut pas recoller tel quel. Là. Ça, ça devient une vue de l'esprit. C'est un principe d'architecture plus que ou un principe oui, d'ingénierie. Là. C'est que plus qu'un absolu dans lequel on obtient. Puis en OT, on va l'obtenir de façon à séparer correctement, d'avoir un enclave industriel. Première étape, un enclave industriel, c'est déjà là un premier pas vers le zéro trust, mais ensuite de mettre des éléments comme ça. C'est sûr qu'on peut pas que les équipements qui vont gober 100% du CPU juste à répondre à ton ping, tu peux pas mettre des certificats pour s'assurer que tu identifies la communication. il est même pas capable de le traiter. Non, non, il n'y a même C'est pas un la capacité. ordinateur? Il y a même pas assez de mémoire pour charger le Non? certificat. Là. Fait que, il va juste exploser avant ça. Mais de trouver des moyens alternatifs pour simuler des éléments de zéro trust, justement, pour limiter la portée d'attaque. Mais encore là, dans un réseau industriel, on n'injectera pas un rançon logiciel au sens strict, comme on le voit dans un réseau Non. bureautique, parce que c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes effets, des éléments comme ça. Bon, d'autres attaques, on l'a vu, les attaques publicitaires, notamment ce que la Russie a fait en Ukraine, mais il y en a d'autres. C'est des attaques qui servent justement à prendre le contrôle ou changer des éléments, mais c'est encore là, c'est pas, C'est plus collatéral. c'est pas classique comme on est. Non. Fait qu'on n'aura pas un rançon logiciel, on n'a pas besoin d'avoir ces notions de zéro trust comme dans un réseau où tu as juste des utilisateurs fous qui cliquent sur tout ce qui bouge, Ouais. puis qui reçoivent des courriels, puis qui vont sur n'importe quel site. Ben, ça, c'est sûr que la notion de zéro trust, tel que mentionné par Régis, devient pertinent parce qu'on se met une couche de défense pour ce genre de choses-là. En outil, j'ose espérer qu'on n'ait pas accès à Internet dans l'enclave industrielle. J'ose espérer que les courriels ne rentrent pas dans l'enclave industrielle. Pas Dans le fond, supposé, mais pas se poser. Puis dès lors, les exigences de zéro trust sont pas les mêmes. On peut arriver au principe, c'est-à-dire que de justement segmenter. Puis même, j'avais eu des cas, c'est un de mes amis qui m'avait relaté ça, c'est dans une chose de forestière. Je pense qu'il y avait justement la segmentation était utile parce qu'il y a des équipements broadcast à oui, Internet. Broadcast oui. Ethernet. Fait qu'il faut que tu crées tes domaines Ethernet pour être capable de limiter la collision entre les différents équipements parce que eux, leur façon simple de réagir, c'est comme ça. Fait qu'on a, même par l'obligation des équipements ou les raccourcis qui ont été faits pour la création, nous amène à devoir mettre des notions de segmentation parce qu'on n'a juste pas le choix parce que sinon, ça va juste pas bien fonctionner. Connaissant ces principes de conception-là, c'est clair que c'était des équipements qui ont été faits à une certaine époque déjà, là, dans les années 80-90. C'est pas jeune.
Mais avec tout ce qu'on Ouais, a ses bras, c'est des vieux raccourcis, là. Tu sais, ils trichaient un exactement. peu en faisant des affaires comme ça pour réussir à pas trop se casser la tête, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de raccourcis qui est fait, puis c'est un peu. Puis maintenant, c'est bien parce que les règles d'ingénierie logicielle ont beaucoup évolué. Ces Oui. raccourcis-là ne se font plus normalement quand c'est bien fait. Donc, on n'est plus dans cet univers-là où on était dans ces époques-là, plus genre, faut-tu une patente, quelque chose de rapide sur le coin d'une table un vendredi soir parce qu'il faut que je vende ça à mon client le Mhm. lundi matin, là. Fait que ça Ouais, donnait des solutions comme ça que tu c'est pas avais inédit. des broadcasts domaines que tu devais cloisonner de niveau éternel. De niveau layer physique, là, on est vraiment Ah dans oui. des univers très, très, très weird. Là. Ouais, ben, c'est la joie de l'autodécouverte dans ces balbutiements, là. Mais pour faire le tour de la question en OT, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, les gens se demandent beaucoup, par où je commence? Oh, c'est pas toujours facile, mais récemment, là, je suis tombé sur un petit papier, là, tout ce qui est les traductions libres, là, les 5 mesures critiques de la cybersécurité dans OT par le SANS. Puis il y a je sais qu'il y a Robert Lee, puis un de ses collaborateurs qui a co-écrit ça. Là, je t'enverrai la référence. Puis il y en a, c'est quand même assez intéressant. Là, ça tient sur 5 points principaux. Une architecture qui est défendable, des accès à distance sécurisés, la gestion des vulnérabilités selon le potentiel de risque, traduction libre de Steve, un plan de réponse aux incidents, hein, on ne peut pas être contre la vertu, puis un système de supervision puis de visibilité du réseau industriel. Fait que déjà là, d'être capable d'être bien établi dans ces 5-là, c'est déjà un plan. Puis à chaque étape, c'est sûr que ce qui change, c'est la sauce secrète, c'est l'implantation. Puis, ben, fait que, pour le premier niveau de l'architecture défendable, certains l'aiment moins, là, mais le modèle de Purdue, il n'est pas nécessairement mort. C'est un bon modèle de référence, puis c'est une architecture que tu peux faire avec de l'équipement qui est disponible maintenant, avec des systèmes patrimoniaux. Donc, c'est intéressant d'avoir une ségrégation qui est physique et logique des équipements TI et OT. Donc, ce qu'on appelle la convergence IT-OT, ça serait peut-être le temps d'arrêter d'y penser juste pour que ça soit joli. Ça ne fonctionne pas vraiment. Puis, tu sais, c'est pas juste moi qui prône ça. Tu sais, j'ai au moins 3 normes internationales, 2 normes internationales, puis une panaméricaine. La NERC-CIP, le NIS 800 SP82 révision 3, puis le 62443 qui prône une ségrégation physique et logique des 2 environnements. C'est 2 entreprises. Il faut partir avec ce principe-là, puis ça va être peut-être beaucoup plus simple. Puis, nonobstant les cyberattaques, tu as aussi beaucoup d'erreurs humaines et tout. Fait que, tu sais, des équipements en co-gestion, là, des fois, il y a des petits imprévus qui peuvent arriver. Fait que Ouais, puis ça, je vais aller même un peu plus loin parce que, puis même en dehors du OT, tout ce qui est de la production, c'est-à-dire tout ce qui fait Mhm, que la business fonctionne, que ce soit du OT ou du IT, doit être séparé de la bureautique. Puis là, mhm, le grand problème que les gens font, c'est qu'ils vont voir la bureautique. Et là, sa façon simple, c'est du Word, Excel, PowerPoint, tes mhm, courriels, puis Internet. C'est ça, la bureautique. Puis un petit peu d'affaires auto. Fait que ça doit être, ça va vivre dans un univers qui, lui, est propre. oui. Et ensuite, tu as l'OT ou peu importe l'équipement de production. Et le plus bel exemple que j'ai, parce que je le trouve ironique, là, mais sans Mhm. bon sens, c'est RSA qui s'était fait voler sa voûte de seed, d'éléments Oups. d'initiation pour les clés RSA qui maintenant, sont un peu, qu'on a maintenant encore, mais sous d'autres formes. Fait que ces seeds-là avaient été volés parce qu'ils étaient sur le réseau bureautique. Fait que ça, c'est des équipements pour moi de production, mais même si on Mhm, est en IT, c'est quand même de la production. Et on ne devrait pas. Puis en plus, c'est arrivé, je pense, de mémoire, je pense un chiffrier Excel qui est arrivé au RH ou un CV. La personne a mhm, cliqué, puis l'attaquant a pivoté, puis il a volé tout le contenu mhm. des éléments. Puis c'est une compagnie de sécurité, puis il n'y Oups. avait pas de Ouais. segmentation. Là. Fait que, là, c'est pour Mhm, ça que je trouve ça hyper ironique. Donc, cet exemple-là, puis malheureusement, on n'a pas fait école, ta production doit être séparée de ta bureautique, de ton administratif, de tout ce qui est. C'est 2 environnements qui devraient toujours être distincts parce que ce n'est pas, il n'y a pas de raison logique que ça vive dans le même univers. T'sais, de ségréguer là, du trafic nord-sud et de segmenter en est-ouest, c'est rapide de dire en podcast, mais le faire sur le plancher puis la rigueur que ça impose,
c'est pas donné à tous. C'est pas évident, puis surtout de Ben, transiter ça le en rétrofit opération. le C'est pas rétrofit est facile. excessivement difficile. Même Oui, en IT, c'est juste, c'est l'asile de réussir à faire quelque chose comme ça. Là, oui. tu sais, les crises de bacon que j'ai eues en IT, là, qui Mhm. on devrait être beaucoup plus capable de le faire beaucoup plus facilement, ça n'a juste aucun sens. En OT, rétrofiter ça, ça doit être juste, ça doit être virtuellement impossible d'arriver à quelque chose dans un temps raisonnable. Ça l'est plus, mais les opportunités qu'on a, on les saisit pas parce que souvent les équipes usines sont très préoccupées à entretenir les équipements qu'ils voient, tu sais, des pompes, des moteurs, des variateurs de vitesse, des systèmes électriques, puis c'est correct, tu sais, l'usine elle vire pas. Mais il y a beaucoup d'arrêts pour l'entretien qui, par opportunité, pourraient être utilisés pour implanter de la ségrégation puis de la segmentation, mais vu que l'offre OT est tellement ténue, puis les investissements le sont tout autant, on n'arrive pas à saisir ces petites fenêtres d'opportunité-là. Parce que des fois, il y a des très petites sections de réseau industriel qui pourraient être traitées, exemple, une usine de pâte et papier, tout ce qui est le traitement des eaux usées. Souvent, c'est nécessaire, c'est très critique, mais c'est très petit. Donc, lors d'un arrêt électrique, toute l'ingénierie est déjà faite, c'est déjà dans les boîtes. Puis du moment que l'arrêt est là pour un entretien régulier, on peut implanter puis basculer vers autre chose. C'est déjà pré-testé, mais on n'est pas rendu à y aller par opportunité. Tu peux pas faire de projet majeur, mais on n'a pas cette agilité-là en ce moment pour implanter. Là. Il y en a qui le font, sont très matures, sont très habitués, Ouais, sont en bon niveau. si j'avais ce degré-là, c'est parce qu'en IT, on fait pas ça. On n'a pas de j'aime ça de voir là, d'un point de vue opportunité Oui. ingénierie, de pouvoir profiter de ces arrêts-là et de faire des modifications, des améliorations. En IT, c'est pas vraiment comme ça qui s'est Mais réfléchi. tu sais, des Euh, fois, hein, puis oui. je trouve ça bien malheureux parce qu'on pourrait profiter de ces occasions-là pour améliorer nos systèmes. Puis on fait pas ce genre de choses. On les laisse moisir tranquillement dans leurs vieilles affaires. Puis puis je reviens, j'ai eu des crises de bacon là, Mhm. juste pour de la segmentation nord-sud. J'ai eu Oui, c'est simple. Là. Ce que je demandais, je demandais pas. Puis non, non, résistance au changement. C'est terrible. oui. Mais tu sais, souvent en projet, on essaie trop de faire le Big Bang. Fait que des fois, tu aurais peut-être intérêt à décomposer certains lots de travail, en particulier un réseau existant, en plus petits morceaux, puis aller par opportunité, mais c'est rare que ça se fait. Tu sais, en projet, des fois, on est peut-être fou, mais on n'est pas capable. Nous, en ingénierie, on en fait beaucoup comme ça parce qu'on le sait qu'on ne pourra pas le faire tout d'un coup. Les fenêtres que le client nous donne, c'est vraiment restreint ou tu sais, faire 8 semaines de 18 heures jusqu'à 8 heures du matin, c'est pas évident non plus là, sur les effectifs. Là. Fait que des fois, on choisit des sprints de travail un petit peu plus courts. Puis, pour ceux, si c'est pas toujours possible d'aborder le volet ségrégation, segmentation là, pour l'architecture défendable, dollar pour dollar, je pense qu'une stratégie de sauvegarde là, avec des backups qui fonctionnent, ça, c'est pas cher payé. Parce que une fois que tu as un ransomware, puis que là, tu es à l'étape d'éradication, tu as jugulé l'hémorragie, quand tu es rendu à l'éradication, ton premier contrôle qui va te servir, c'est tes backups. Puis si tu les as pas, puis ça fait 20-30 ans que ça roule, là, ça fait mal. Mais moi, je l'ai vu chez Énergie Valero, là, plusieurs centaines de milliers de dollars perdus parce qu'on avait brisé une VFD, on avait un système de vibration qui n'a pas eu de détection adéquate, puis on n'avait pas la sauvegarde d'un serveur. Donc, le projet de sauvegarde, on l'a payé moult fois avec un seul bris. Ça vaut la peine. Ce qui Ouais, sauve la journée, là, c'est le réseau puis les backups. ouais, c'est ça qui Honnêtement. arrive, c'est que justement, ces arrêts-là sont tellement dispendieux que le coût de mise en place pour se protéger en vaut vraiment la chandelle rapidement. Puis si Mhm. on reprend un peu ce qu'avait parlé avec Marc dans l'épisode précédent, juste le fait avec Merckx, les milliards qui ont été Oui. brûlés pour un rançon logiciel, Mhm. c'est fou Oui. l'argent qui est garoché là-dedans pour un simple rançon logiciel dans ce cas-ci. Oui. Donc, puis là, on est dans une grande entreprise mondiale avec beaucoup de choses. Mhm. À plus petite échelle, c'est le même élément comme ça. De même les usines, si ça arrête, Mais c'est tu coûteux. sais, ces pertes-là, toutes tes proportions gardées. 1,4 milliard pour Merck, ils ne sont pas contents de le perdre, mais c'est proportionnel à leurs revenus. Donc, n'importe quelle entreprise manufacturière, que ce soit 100 millions, 10 millions, 1 million ou 100 000,
c'est un pourcentage appréciable du chiffre d'affaires des problèmes de rançongiciel. Fait qu'il y aurait vraiment intérêt à investir parce que les pertes de données sont assez minimes dans un rançongiciel, mais les pertes industrielles, là, ça va de 10 000 $ par jour jusqu'à 1 ou 2 millions par jour. Ça va très vite. Les pertes financières sont majeures par rapport à l'équivalent entier où est-ce que là, on récupère d'un mauvais passage, mais la production, elle ressortira pas des restaurations, là. Pas du tout, là. Ouais, puis là, j'ai une anecdote, puis ça, je pense que j'en ai pas fait mention la semaine passée. Sur les sauvegardes, ces éléments-là, c'est toute l'importance de qui doit faire dans un plan de continuité. Puis Mm-hmm. ton industriel, c'est sûr que ton industriel remonte avant ton administratif, là, en général. On le souhaite. J'en ai vu des plans comme ça, justement, avec dans la séquencement de très grandes compagnies, comment on remonte. Mais le cas que j'avais vu qui m'a fait beaucoup rire, puis le client moins, c'est que pour lui, c'était important que ses développeurs reviennent vite en action. Puis c'était pas une compagnie de développement logiciel. Mm-hmm. Là, je leur dis, oui, mais ça sert à rien. Oui, moi, on les paye puis ils travaillent pas. C'est pas grave. Est-ce que c'est eux qui amènent l'argent? Si la réponse est non, puis dans ce cas-ci, c'était vraiment non. Non. Les autres, les relève-les en dernier, même si tu payes à regarder le plafond, ça te coûte moins cher que une machine qui marche pas. Le système, puis en plus, parce que le système, là, c'est une question d'investissement, de gestion de risque, tout ça. L'investissement pour les tenir, faire revenir rapidement en production était tellement grand par rapport aux bénéfices. C'était bien mieux. Concentre tes énergies sur où tu amènes ton argent. Qu'est-ce qui ramène tes sources de revenus? Ça, tu remontes ça, puis ça presse. Ça, dans l'heure, ça remonte. Tes développeurs, là, sont 3 jours à regarder le plafond. C'est beaucoup moins cher pour toi comme organisation que de faire ça. Puis dans un système comme ça, puis ça m'a fait rire. Justement, il faut mettre aux bons endroits, puis l'industriel est oublié. Puis dans le cas de Merck, c'était drôle, puis j'espère que ça l'a fait école. Mais c'est assez violent ce qui s'est passé là. Puis c'est un bon rappel aux autres. Vos systèmes OT, mettez-les pas dans un contexte où le rançon logiciel peut rentrer puis peut le toucher, là, s'il vous plaît. Mais ce qui est paradoxal avec tout ça, c'est qu'il y a l'existence même de beaucoup d'entreprises, du moins les revenus, dépendent de systèmes OT. Puis il y a vraiment des investissements faméliques pour éviter les risques de ces installations-là. Fait que c'est vraiment paradoxal que ça soit laissé en place. Mais c'est comme ça fait partie de notre réalité. C'est triste. C'est comme ça, mais c'est très triste. Écoute-y. Ouais. Fait que là, si on a réussi à faire quelque chose avec le réseau, les sauvegardes, ce qui serait pas inintéressant aussi, les accès à distance. Puis, tu sais, un accès à distance, c'est pas une machine avec 2 cartes réseau, là, je m'excuse, là, mais c'est un serveur Bastion, un jump server sécurisé à jour. Vous branchez pas votre équipement outil directement sur Internet comme ça s'est déjà vu dans des centrales de traitement de l'eau, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais déjà là, puis on parle beaucoup des jump servers, mais c'est pas les seules machines. Ça serait intéressant d'avoir de l'authentification de facteurs. Les Active Directory OT, parce que des fois, la gestion des identités, il y a tellement de besoins. Tu dois le faire selon l'ampleur du système. Puis il y a peut-être certains serveurs plus critiques, en particulier les serveurs de la solution SCADA. Pour le contrôle, ça serait peut-être intéressant d'avoir de l'authentification. Autrement, eux, si t'es perds, ça va être une très longue journée. T'aimeras pas beaucoup ta vie, là, si ces serveurs-là disparaissent. C'est un mauvais moment, là. Tu vas avoir plusieurs syndiqués fâchés qui vont dire qu'il faut que ça reparte tes affaires. Notamment, oui. Ouais. C'est quand non, ça, j'ai eu des cas, c'est moins drôle. Ouais. Fait, comme troisième point, il y avait tout ce qui est gestion des vulnérabilités. Puis ça, je pense qu'on était assez d'accord. Tout ce qui est les stratégies de patching, faut en prendre, faut en laisser parce que il y a beaucoup de systèmes patrimoniaux qui en ont juste plus de patch. Puis le système industriel qui est adossé à ça vaut plusieurs millions de dollars. Fait il est là pour rester. Il y a d'autres mesures que tu dois faire en amont, comme justement les périmètres de sécurité électronique, les enceintes, les sauvegardes. Tu peux peut-être t'intéresser par contre aux appareils dans le périmètre parce que des firewalls pas patchés, des firewalls avec des services exposés, directement Internet avec du geofencing. Si tu ne fais pas affaire avec la Corée du Nord, reste-toi donc juste les accéder par ton WAN au Canada seulement, désactiver ce qui n'est pas utilisé. C'est
c'est fou la quantité de zero day qu'on évite juste à avoir une base de configuration qui est assez stricte. Je lisais le rapport de l'attaque des infrastructures critiques danoises et qui est sorti en 2023, puis les firewalls là, sont flambant en eux. Il y a un zero day qui est publié, mettons, le 7 novembre, j'invente la date. Ben, le 23, il y a déjà une attaque majeure. Là. C'est déjà weaponized, puis c'est pas des amateurs. Puis tu envoies un paquet magique au port 500, là, puis le tunnel IPsec qui capote, puis tu as le plein contrôle, mais si tu n'as pas besoin de ça, pourquoi tu l'avais dans ta config? Tu élimines beaucoup de choses, tu élimines beaucoup de vulnérabilités, pas juste en patchant. Tu en as tout autant en le désactivant. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mais s'il y a de quoi que la NERC-CIP force les gens, désactive. Oui, il faut vraiment. Oui, c'est essentiel de durcir le système. Ça, c'est. Oui. Moi, je suis un énorme fervent de ce genre de choses-là. Je me suis énormément amusé dans ma vie de rouler des systèmes dans leur configuration le plus minimum possible. Oui. Être capable de les faire opérer. Puis je me suis énormément amusé à ce genre de choses à déconstruire. À l'époque, c'était des Red Hat que je faisais ça, puis des Windows NT4, que je m'amusais à réduire le plus petit footprint possible. Et incidemment, les machines devenaient très, très dures à prendre, très, très dures à avancer. Et je vais rebondir sur ton point de vulnérabilité, parce que je l'aime beaucoup, parce que en gestion de risque, selon le vocabulaire de FAIR, je l'aime beaucoup parce qu'eux amènent la vulnérabilité comme étant un contrôle qui n'opère pas bien. Donc, en l'abordant de cette façon-là, même si l'équipement a une vulnérabilité au sens classique du terme qu'on utilise généralement, si tout l'ensemble de ce qui l'entoure, ou son durcissement, son firewall, tout ce qui t'entoure permet de le protéger dans un enclave, ben, il n'a pas de vulnérabilité telle quelle parce qu'elle n'est pas exposée d'aucune façon. Donc, pas exploitable vraiment. Les contrôles de sécurité ont été suffisants pour faire disparaître la vulnérabilité, où cette vulnérabilité n'est plus accessible d'aucune façon. Elle devient, de point de vue analyse de risque, plus là. Elle est traitée, elle est gérée. Même si techniquement, là, je sais qu'il y a des gens de cyber qui vont s'arracher leur chemise, ils vont crier, vont faire de l'urticaire. Même si l'équipement lui-même, de façon pure, est vulnérable, la façon que tout est monté autour annule la vulnérabilité technique. C'est sûr que ça demande de la rigueur parce que si tu échappes un contrôle, puis là, tu l'exposes. Mais il reste que si on regarde comme le corps humain est fait, ben effectivement, si ta peau est plus là pour te protéger, ben tu vas avoir des problèmes. Mais tu sais, en même temps, on s'arrange pour pas que notre peau s'arrache. Là. Fait que tu sais, on l'entretient. Fait qu'il faut entretenir nos systèmes de cette façon-là, justement pour maintenir la couche de protection. L'exemple, c'est la peau empêche les virus et les bactéries de rentrer dans notre corps. Ben, dans ça, de toujours s'assurer qu'elle est toujours bien conforme. S'il y a un espace qui est là, ben, d'en prendre soin, le soigner, puis le guérir rapidement. Parce que j'ai rebondi aussi sur l'auto-guérison que tu faisais référence des systèmes. Là. Fait que ça l'a comme trigger quelque chose, mais d'amener ça dans ce contexte-là. Fait que pour moi, même si j'ai un vieux XP ou un vieux Windows 3.1 qui est dans mes systèmes industriels, même s'il est vulnérable parce qu'il n'y a plus de correctif au sens correctif du système d'exploitation, s'il n'est pas exposé dans une enclave, un firewall récent, puis pour moi, il n'est pas vulnérable. Il n'apparaît plus sous le radar de la vulnérabilité au sens d'analyse de risque. Bref. Puis ça me porte à réfléchir ce que tu mentionnes parce que, tu sais, autant, tu sais, les efforts qu'on met au niveau du déploiement de patch, au niveau de la gestion des vulnérabilités, ça me semble plus acceptable. Mais des gens qui font beaucoup de durcissement de configuration, de système d'exploitation et tout, ça, il y en a, mais on en voit beaucoup moins. Et pourtant, c'est deux mesures qui se valent. C'est dur. Parce que c'est dur, parce qu'il faut réfléchir. Ça revient à ça, le système de patcher, c'est facile parce que surtout maintenant, en plus, c'est tout automatisé, tout a été fait pour nous, fait qu'on n'a plus besoin de réfléchir. Ça se fait relativement seul maintenant, une fois que ça a été mis en place. Durcir, c'est une réflexion pour chaque système. Chaque système doit être réfléchi, puis même ça doit évoluer dans le temps. Parce qu'on ne l'a jamais conçu, les systèmes qui n'ont jamais été conçus. Je suis un grand fan d'OpenBSD parce que c'est le seul système d'exploitation qui t'arrive, il est durci. Mais il n'y a rien qui marche dessus. Mais il est durci.
Puis ensuite, tu Ouais. réouvres pour avoir ce que tu as de besoin et non l'inverse d'arriver dans un contexte où le sapin de Noël est ouvert. Puis là, tu dois défaire, tu dois éteindre les lumières que tu n'aimes pas. Fait que c'est sûr que tu vas en rater une, c'est sûr que ça ne marchera pas bien, c'est sûr que là, tout à coup, tu n'éteins pas la bonne lumière, le système ne marche plus. Il y avait des dépendances que tu connaissais pas ou qui n'ont pas été documentées et tu redescends. C'est ça, mais bref, c'est à mon d'expérience, c'est plus difficile, mais moi, j'aime ça parce que j'aime ça aller tribouiller là-dedans. Fait que dans les entrailles des systèmes, mais puis de bloquer, puis des fois, je bloquais des affaires. Parce que, bref, ça serait mieux, mais je pense que les fabricants devraient être beaucoup plus présents dans cet univers-là Ouais. et de fournir des systèmes qui sont déjà prédurcis pour retirer le fardeau de l'exploitant. Puis l'exploitant ne le fera probablement jamais, ce genre de durcissement-là, de mon Ouais. expérience. Mais je pense que ça marche parce que j'ai eu la chance de discuter tout récemment. Là, mon employeur actuel a vraiment des contacts que peu ont. Puis j'ai eu la chance de parler à un des commissaires de la FERC, qui chapeaute la NERC et les normes NERC-CIP dans les utilités électriques. Puis il m'a dit que j'ai demandé à tout hasard versus les autres industries, c'est quoi les gains au niveau de la cybersécurité? Il me dit, ben, je peux te le dire assez simplement, on a à peu près 1300 entités qui produisent de l'électricité États-Unis, Canada, de différentes grandeurs. Puis, de rapporter officiellement, il y a 20 incidents. On ne parle même pas de cyberattaques, 20 cyberincidents qui ont été rapportés à la FERC. Puis quand tu lis les normes, c'est des contrôles assez simples. Tu changes tous tes mots de passe aux 15 mois. Tu fais toutes tes baselines de configuration. Tu fais tout ton durcissement. Tu fais ta ségrégation. C'est super basic, mais tu le fais. C'est comme si tu t'abonnes au gym, puis tu vas y aller 4 fois semaine pour les 45 prochaines années. Eh C'est de oui. la rigueur. On prend le top 10 de l'OS, le top 10 du SAN. On est toujours dans ça. Quand tu fais ton hygiène de base, Oui. 90% de tes problèmes sont réglés juste avec l'hygiène de base. En IT aussi, c'est Mhm. comme ça. Puis c'est ça qui est fascinant. On n'est même pas capable de faire ce niveau d'hygiène-là encore. C'est des contrôles qui sont simples, qui sont faciles à comprendre, puis c'est accessible. Puis à certains égards, puis probablement que dans le contexte électrique, les fabricants de produits ont dû progressivement sortir des produits de plus en plus alignés Ça avec. commence. Ouais, ben, ils Ouais. sont pas rapides, mais tranquillement, parce Mhm. que, comme acheteur, comme compagnie qui produit de l'électricité, ben, si j'ai choisi entre 3 produits, j'en ai un qui est déjà préconforme à la Mhm. norme, puis j'ai pas 30 d'énergie à faire, pas d'énergie, je fais des jeux de mots sans le savoir. C'est tant d'efforts à, ouais, ça m'arrive de pas. Bref, faire tant d'efforts à mettre pour le rendre conforme, Mhm. ben, j'ai acheté le produit qui me demande moins d'énergie. Je suis vraiment pas, moins de temps à rendre conforme à la norme versus un produit qui ne l'est pas. Fait tranquillement, la force du marché. C'est sûr, c'est un petit marché en tant que tel. Oui. T'as pas un million de consommateurs qui vont avoir leur pouvoir d'achat, mais ces grands conglomérats-là vont avoir quand même, malgré tout, un poids. Puis j'ose espérer tranquillement ramener, puis trickle down, que les Oui. autres industries vont en bénéficier par le fait même. Mais les plus grands gains, c'est vraiment dans les petites choses, mais dans de la constance. Puis ça en est. C'est pour ça que moi, je l'aimais le modèle du SANS en 5 points. Parce que si tu fais ces 5 points-là très bien, ça va déjà beaucoup mieux. Là. Puis un qui est souvent négligé, puis l'appliquer en OT, c'est quelque chose. Tu sais, la réponse aux incidents, ben même moi, je m'étais pas intéressé à ça jusqu'à tout récemment. Là. J'ai lu euh, une publication de Dragos, puis il dit ben, c'est vrai, tu as un environnement OT, tu n'as pas accès à tous les emplacements. Fait que si tu demandes certaines actions manuelles, tu n'as même pas le droit d'accès, c'est dangereux pour toi. Fait qu'il faut que tu y penses. Ouais, mais je demande un tel. Ouais, mais il faut que ton intervenant comprenne qu'il fait partie de ton plan de réponse aux incidents. Ah, ben, c'est vrai. Tout établir, tout comment intervenir dans un environnement industriel, avec qui, quand, quoi, comment, c'est quoi la chaîne de commandement, qui je dérange pas. On se téléphone parce que ça se peut que notre propre système ne marche plus. Pensez tout à ça là, parce que c'est le jour J, là. Beaucoup de gens sont pas prêts. Ah, ça doit pas. Puis, c'est parce que Juste en d'ailleurs, parler.
Ouais, puis j'avais vu je pense un post d'une personne qui travaille chez Dragos cette semaine. Mhm, Puis elle dit l'affaire qui est. Puis les autres, c'est triste parce que tu as une compagnie qui les appelle puis qui n'ont pas de retainer avec eux autres. Puis s'ils n'ont pas de capacité, ils ne seront pas capables d'aller les aider. Fait que ça va même plus loin. Dans ta plan de préparation, il faut que tu sois capable d'avoir une firme qui vienne t'appuyer. Nous aussi, faut que tu aies l'expertise interne, faut que ton plan soit construit. Puis moi, on prend mon expérience industrielle plus ancienne, comme chez Arica. Faut que tu sois habilité, tu sois autorisé là, sur les sites. Déjà, c'est pas simple. Moi, j'avais pas accès à tous les sites. J'avais pas accès aux sites chimiques parce que j'avais pas les mhm. équipements, les cours qui me permettaient d'aller aussi. J'avais pas ça, fait que je peux pas y aller. C'était des personnes particulières. Puis je pense qu'en Haïti, il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui avaient accès à ces sites-là. Mais il y en avait. Mais si ces gens-là ne sont pas disponibles, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut se trouver une personne de relève qui est capable, eux autres sont autorisés, quelqu'un qui travaille là, puis va être capable de faire le travail pour nous. Comment on communique dans des contextes où l'électricité était intense. Dans le contexte chimique, c'était pas super, mais quand on met dans des cuves, euh, le contexte du champ électrique fait que tu n'as pas grand-chose qui fonctionne Non, normalement dans ces non, univers-là. Fait que tu peux pas présumer, je vais parler avec mon cellulaire. Ça non. se peut que ça marche pas bien, Mhm. mettons. Fait que t'as plein d'éléments comme Tourne au ça. pigeon, là. Oui, ou les tubes, tu mets dans le tube, poum. Les Puis tubes là, comme à l'hôpital, là. ouais, Fou. le tube, il te revient avec ta réponse. Oh, faut que j'appuie sur tel piton pour. Tu le dis en joke, Mais mais ça se peut. Ça se peut que tu en reviennes à ça. Mais il y a des éléments, il faut que ça soit réfléchi d'avance. Comment on fait pour communiquer dans des contextes comme ça? Comment on communique sur les sites distants? Il y a des sites, là, tu parlais d'électricité, on va prendre comme Hydro-Québec. Il y a des places où il n'y a pas de taux cellulaire. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu Même dans communiques le avec les fin fond de personnes? l'usine, t'en as plus de signal cellulaire. Nous aussi, peut-être, ou est-ce que tu as des talkies qui sont capables de fonctionner dans cet environnement-là? Est-ce qu'on l'a porté pour le faire? Proche, oui, mais pas partout. Ça dépend vraiment Ben, c'est ça. de ce que tu as à t'apporter. Ben, c'est ça. Puis dans certains environnements, si on prend comme les barrages, parce que c'est un bel exemple, les barrages d'Hydro-Québec sont tellement vastes que c'est pas bien, les petits talkies cheap, ils ne fonctionneront pas sur tout le site. Faut que des relais, faut que des choses comme ça qui soient pensées. Fait que c'est énormément de réflexion en amont qui C'est doit être faite. plusieurs heures Parce de que pick-up, ne serait-ce se rendre des fois. Là. C'est rien, c'est là, pas un mais hélicoptère qu'il faut y aller parce aussi. que certains cas. Aussi. Oui, ben ça, j'avais un autre cas où il y avait un site, parce que je vais taire la chose pour pas que ça soit Mhm. trop divulgué, mais la seule façon d'y accéder, c'était en hélicoptère. Bon. Puis l'hiver, c'était littéralement inaccessible. Mhm. On aurait peut-être pu y aller en ski doux. Oui. Puis au mieux, il y avait une alarme sur la porte de l'installation qui était là pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était rentré de Mhm. façon illicite. Mais c'était impossible parce qu'il n'y a pas de raison d'y aller. On y allait peut-être une fois par année, prévu, Mhm. planifié, même pas. Des fois, c'était même pas plusieurs années. Mais bref, oui, mais il faut que ça soit connu. Oui. Puis, puis Mais c'est bon d'avoir ces réflexions-là en amont puis prendre le temps parce que par après, j'avais la chance de discuter avec Camille Fex-Leduc qui en fait là, de l'incident response là, avec l'équipe Mandiant. J'ai pas su le nom du client, mais elle, ce qu'elle me disait, là, puis c'était un peu dramatique. Puis là, t'es devant les faits accomplis. Il y a eu un cyberincident majeur. Puis là, c'est la terre brûlée. Là. Il reste rien. Puis là, tu sais, c'est le aidez-nous, ben il est trop tard. Là. C'est la faucheuse est passée. Là. Il n'y a rien à faire. C'est comme s'acheter de l'assurance une fois que ta maison est brûlée. Ça ne te redonnera pas tes objets de toute façon. Puis tu n'auras pas de maison par la suite. C'est la même chose. Là. Fait qu'il faut vraiment s'y prendre d'avance parce que dans le feu de l'action, là, puis c'est les mêmes intervenants aussi qui vont être sur le hotspot. Là, les plus compétents et polyvalents, mais c'est les mêmes qui vont avoir toute la pression pour essayer de sauver la journée. Là. Fait qu'il faut vraiment y penser. Là. ouais, c'est vraiment pas drôle les incidents en outil quand ça brise. Il y a un volet humain à ça là, pour gérer parce que c'est deux bras, deux jambes, 24 heures d'une journée. On ne peut pas tout faire parce que c'est Ouais. pas qu'un seul système, souvent c'est tous les systèmes. Puis même Plusieurs, si. faut pas user les humains qui sont là-dedans aussi parce que s'ils travaillent trop longtemps, ils vont commencer à faire des erreurs, ça devient un problème. En industriel, c'est grave, les erreurs sont conséquentes. En TI, Mhm, c'est pas si grave, là, mais en industriel, ça devient grave. Les erreurs en IT que j'ai vues, c'est que la personne qui me remettait la base de données en production, ça faisait, je pense, 24 ou 48 heures qu'elle travaillait, c'est mhm. vraiment, vraiment trop.
Puis elle a juste On freeze avec les problèmes. Ben oui. tout scraper les bases de données, fait qu'on est obligé de recommencer la remise en production, ce qui n'est pas très grave dans ce cas-ci. Dans un cas d'un outil, ben là, si les équipements peuvent tilter, ça peut avoir des conséquences sur des vies humaines, ça a des choses beaucoup plus importantes. Il faut que ce soit réfléchi parce que parfois, il y a certains mouvements défensifs qui, soit le choix ou la séquence, posent problème en OT. Puis même tout ce qui est arrivé chez Colonial Pipeline, c'est exactement ça. Là. C'était un bon choix pour se dire on essaie de contenir le problème de ransomware. Par contre, il y avait une très grande interdépendance entre certains systèmes TI et OT. Puis dès qu'il y a eu ségrégation ou déconnexion, l'ensemble de l'installation n'était plus fonctionnel. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est justement des choses qu'il ne faut pas qu'ils soient reliées là, pour pas éviter ce genre de choses-là. Mais bon, leçon apprise, j'imagine, pour eux autres. Mais oui, effectivement, puis ça m'est arrivé dans des incidents de prendre des décisions crève-cœur, de devoir descendre les couteaux puis de couper les affaires de façon très importante, même si ça a des impacts sur les affaires pour limiter Mhm. les dommages qu'il a fait. Puis encore là, ça demande de la préparation, ça demande des gens qui sont connaissants sur site. Si tu n'as pas le temps d'appeler un Mandian ou un Non. Dragos pour arriver parce que c'est trop rapide, il faut que ça soit là, il faut que ça soit connu d'avance, puis peut-être des gens sur place. Fait que ce plan-là doit être ultra préparé. Puis avec l'augmentation des incidents, surtout publicisés maintenant, il devait en avoir avant, on ne veut pas les entendre tant que ça. Mhm. Là, ils sont énormément publicisés. Donc, de justement de se préparer, de se prémunir, un peu comme les cyberassurances pour tout ce qui est IT notamment. Maintenant, c'est rendu des incontournables. Oui. Puis il y a aussi, puis ça nous mène au dernier point, pour prendre les bonnes décisions en cas d'incident, ben, ça prend des systèmes de supervision qui nous donnent une certaine visibilité au niveau du système industriel, tout ce qui est inspection réseau, les Claroty, Nozomi, Armis ou Security Onion de ce monde. C'est recommandé, c'est peu utilisé pour le moment en OT, là, dans la petite et moyenne entreprise, mais je pense que c'est important de s'ouvrir une porte sur l'aspect visibilité. T'sais. On ne parle pas de SOC encore, là, juste ramener des événements puis essayer d'y voir un peu plus clair. Puis, faut pas se faire de cachette. T'sais. Les réseaux d'entreprise et les réseaux OT sont de véritables zoos. Donc, si on veut profiter de ces outils-là, il y a une certaine curation puis rationalisation des flux réseau qui est à faire parce qu'autrement, c'est un capharnaüm incessant. J'appelle ça le rapport signal à bruit n'est pas assez bon pour qu'on ait une détection de quoi que ce soit. Même si tu as les outils à la fine pointe, là, je les ai, là, puis avec le bruit ambiant, je vois rien. Donc, je peux vous dire que avec d'autres outils moins performants, c'est pas plus possible. Il Ouais, y a rien qui c'est remplace la l'enfer. bonne tenue de maison. Non, c'est l'enfer. Tu vois rien. C'est l'enfer, ça n'a pas de sens. Pour avoir déployé des systèmes de visibilité en IT, ça n'a juste pas de sens. Puis d'ailleurs, puis il y a des dangers aussi en OT. Il faut le spécifier que tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Là, on a parlé du ping qui arrête le bouton d'urgence parce que sa capacité de traitement est prise en charge. Mhm. Faire de la découverte au sens classique IT, c'est du big no-no en OT parce que ça a des conséquences. Il faut réussir à rattraper tous ces équipements-là ou qui produisent du bruit ou qu'on peut intercepter du bruit de façon collatérale. Là. Si on prend encore le bouton Mhm. qui a juste le processeur assez puissant pour envoyer son signal quand on pèse dessus, mais celui-ci, on ne peut pas aller chercher beaucoup de choses dessus, sans savoir qu'il existe, puis qu'il est en vie, puis son fonctionnement. Donc, on est quand même aussi beaucoup plus contraint à être plus, à mon sens, plus imaginatif là, pour Mhm. réussir à aller chercher le bon signal, puis enlever le bruit. Puis même à IT, c'est la première chose que je mentionne. Là, c'est si j'installe des choses comme ça, ben, limitez le plus que vous pouvez le bruit parce que vous allez juste mourir et vous ne verrez pas ce qui est important. Là. Puis ça nous ramène au point 1 qui est d'avoir une architecture défensive, c'est-à-dire que c'est illusoire de penser qu'on peut bien défendre une installation avec un tel capharnaüm sur le réseau. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. Puis ça, la technologie y est pour rien. C'est vraiment du maintien. C'est de l'hygiène sur une période de temps qui est assez prolongée. Puis
l'entropie revient toujours. Ouais, Donc, c'est pas quelque c'est ça chose que qu'on j'allais peut dire, gérer. réduire Et tout le temps. l'entropie. On revient Exactement. là. Puis elle revient. Fait que c'est pas un projet. Puis OK, c'est beau notre cybersécurité OT, on a fait les 5 points, puis tout va bien. Non, c'est comme le jardinage, ça revient. Là. C'est sûr que si tu as des bonnes bases, puis tu as vraiment fait des choses plus structurantes, tu pars avec une bonne longueur d'avance, mais l'entropie revient toujours, puis les activités de maintien, s'ils sont délaissées, Ouais. là, ça va Je- revenir à ce que c'était. Là. Ça J'aime bien ton s'érode. exemple de jardinage parce que ça, il y a comme un point de rupture dans le jardinage. C'est-à-dire que quand il faut t'enlèves les mauvaises herbes, tu fais ton entretien régulier, ça va bien. Si tu arrêtes de faire l'entretien, les mauvaises herbes vont commencer à prendre le contrôle du jardin. Et rendu à un certain point, les mauvaises herbes, ou essentiellement ce qu'on veut pas qu'ils poussent là, a pris le contrôle, puis il reste plus rien, puis il n'y a plus rien à faire rendu à un moment C'est donné. très persistant, hein? Fait que c'est pas évident. Très difficile de se débarrasser, puis c'est à peu près le même, le même exemple dans un réseau, autant à IT qu'OT. Si on ne prend pas le contrôle, on en perd. Mhm. Rendu à un certain stade, la reprise de contrôle elle est virtuellement impossible, rendu à un certain point. Là. À part partir de terre brûlée ou partir avec un projet puis remettre à zéro. Là. C'est pas toujours possible, mais bref, pour ma part, je considère vraiment que tout ce qui est la cybersécurité en OT, par la conception, c'est vraiment beaucoup d'hygiène de base, des petits principes très simples qui sont assez difficiles à appliquer de façon constante, mais c'est bien nécessaire. Ouais, une bonne rigueur qu'il faut nous amener à la bonne place. Oui. Comme aller au gym presque tous les jours, bien manger. C'est cette rigueur-là qui fait que les résultats sont là. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Mais c'est ça, c'est comme s'acheter un abonnement, tout le monde sait le faire. Y aller régulièrement, c'est pas tout le monde. Puis moi-même, je devrais peut-être aller plus souvent au gym, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, c'est ça. Bref, c'est comme ça. Je te remercie énormément. On a fait un énorme tour d'horizon. On a parlé de vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très, très plaisant, ces conversations-là. J'ai découvert beaucoup de choses au passage aussi. Là, fait que c'est très, très le fun. Je te remercie énormément. À la prochaine.